C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, édition du début novembre, édition, ma parole, fort chargée devant nous. On va parler de plein de trucs super le fun cette semaine, Pascal, avec évidemment mon bon ami Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna. Oui, des choses le fun. Je me suis trouvé mon cadeau de Noël à l'avance. Alors, bon, ben voilà. tout à l'heure. Déjà, c'est un gros Stream plus. Deck, une révélation. Moi qui n'ai pas un streamer, j'adore. Mais non seulement t'es à l'avance, mais je dirais même que t'es dans l'air du temps, parce que 1er novembre, on le sait, c'est Noël. Hein, c'est comme ça que ça se passe Voilà. dans le merveilleux monde de la consommation. Ouais, moi, de mon côté, j'ai une petite alternative. Bon, on a parlé la semaine dernière des tablettes de Surface Pro, iPad Pro. Il existe quand même d'excellents 2-en-1. J'en ai un ici de HP. Ça fait, une éternité que je n'avais pas vu des produits HP, donc j'étais content de pouvoir mettre la main là-dessus. On va parler aussi j'aimerais ça dire, de l'intelligence artificielle empathique, mais vraiment de cette nouvelle tendance où l'intelligence artificielle fait de la magie avec ce qu'on lui donne, avec notre invité plus tard. On a des actualités, bien sûr, mais avant tout ça, je ne sais pas si tu peux nous présenter nos partenaires. Tout à fait. On va saluer et remercier nos partenaires pour cette saison. GoDaddy.ca, Microsoft, la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grain ou moulu en boisson caféinée ou non, avec du lait ou non, de votre choix, avec un seul bouton. On a un super bel affichage sur la machine qui permet d'avoir un ajustement précis de la quantité de lait, d'eau et de café. Le nettoyage est facile. Je l'ai fait hier, une petite capsule qu'on met dans la machine, très, très simple. Un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre. Visitez leur salle de montre sur Saint-Laurent, chez Edica. C'est magnifique. Et aussi, un petit mot sur TELUS. Koodo, sa filiale, a lancé un forfait qui s'appelle « Choisissez votre extra ». C'est une nouvelle gamme de forfaits qui sont personnalisables. Ça permet aux clients d'ajouter une fonction gratuite de leur choix sur leur forfait. C'est offert à partir de 45 $ par mois. Et dans les options qu'on nous propose, ça va être difficile de choisir. C'est Noël, on veut tout. La messagerie vocale supérieure, la messagerie internationale illimitée, les données reportées, la vitesse plus, si on veut plus de vitesse, son forfait, ou un ensemble interurbain illimité. Les forfaits, choisissez votre extra de Koodo, filiale de TELUS, notre partenaire. C'est vrai que c'est le temps des fêtes, c'est le bon moment pour aller chercher les forfaits spéciaux chez les fournisseurs. C'est pas un mauvais moment pour le faire, parce que c'est en ce moment que ça se joue souvent. Du côté du sans fil, bon point. On va tout de suite aller à l'actualité qui était chargée cette semaine, l'actualité techno qui est présentée par l'Infolettre quotidienne Info Bref. Toute l'actualité de la journée sans la fin dans votre boîte de courriel. Matin et soir, infobref.com, allez voir ça. Il y a aussi une super balado, Infobref, donc partenaire balado. Il va falloir se créer une espèce de bouquet de balado québécoises éventuellement avec ces gens-là pour les gens qui aiment écouter des balados comme la nôtre et comme celle d'Infobref. Dis donc, qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon Prime? On met les bouchées doubles côté musique? On en donne plus pour son argent, alors que Twitter en donne moins. Il faut maintenant payer pour avoir son badge bleu. Je ne sais pas si tu as remarqué, ce matin, je me suis connecté à Twitter, plus de badge bleu. Ah, je n'ai pas porté attention, je vais aller voir ça. Mon badge bleu a disparu. Qui êtes-vous, jeune homme? Êtes-vous vraiment Pascal Forget maintenant? Exactement. Alors, je trouve ça ridicule. J'ai même proposé à Elon lui-même, il ne m'a pas répondu étrangement, qu'il devrait faire payer ceux qui veulent être anonymes. Ce serait la meilleure logique. Ben oui. Ben oui. Comme ça, si tu veux être anonyme, tu ne payes pas. Et là, tu t'assures auprès de tes annonceurs que c'est du vrai monde authentifié. Ça a l'air assez compliqué. Faire payer, c'est facile. Faisons payer. Amazon Music aux États-Unis offre plus de musique maintenant. Si tu as le service Amazon Prime, tu as maintenant de la musique sans publicité. Tu as plus de 100 millions de chansons aux États-Unis qui sont proposées. J'imagine que c'est similaire au Canada. Avant, on en avait 2 millions de chansons qui étaient offertes. Donc, ils ont fait un saut 50 fois plus de chansons pour son abonnement Prime. L'inconvénient, c'est qu'on peut... l'avantage, c'est qu'on peut écouter toute la musique. L'inconvénient, c'est qu'on l'écoute de façon aléatoire et qu'on a accès à des listes de lecture seulement. Donc, on ne peut pas lire des albums dans leur entièreté, de la première chanson à la dernière, ce qui est un peu étrange. Avec Spotify, avant, c'était aléatoire par défaut. Ils ont décidé, grâce à Taylor Swift,
de mettre ça directement en lecture directe. On a aussi accès à des balados, dont une tasse de tech, j'ai vérifié avec Amazon Prime, son abonnement. Donc, vous avez des vidéos qui sont inclus, vous avez la livraison gratuite et vous avez maintenant de la musique qui est inclue avec votre abonnement Amazon Prime. Jetez un coup d'œil là-dessus. Peut-être que si vous n'écoutez pas beaucoup de musique, vous allez peut-être préférer ce service-là à d'autres services que vous payez pour. C'est sûr que la livraison, pour les gens qui achètent beaucoup sur Amazon, juste ça vaut la peine des fois pour Prime, parce que c'est le coût d'une livraison, puis ensuite ça réduit le coût de la livraison, puis ça ajoute tout le reste en plus, donc c'est pas une mauvaise offre. Effectivement, parlant de musique, il s'est passé quelque chose depuis le 21 octobre assez fou. Tu parlais de Taylor Swift, écoute, cette chanteuse-là, cette musicienne, je sais pas comment l'appeler, cet artiste-là, disons-le comme ça, un magnétisme incroyable. Et c'est drôle parce qu'elle a lancé, c'est ça, un nouvel album qui s'appelle Midnight le 21 octobre. En dedans de 24 heures, elle a établi un paquet de nouveaux records sur les plateformes de streaming, dont Spotify, où pendant 24 heures, elle a été l'artiste la plus écoutée à vie, la plus téléchargée à vie. Bref, beaucoup de records comme ça. Je lisais cette semaine elle occupe les 10 premières places du Billboard Top 100 aux États-Unis des chansons les plus populaires. Donc, de 1 à 10, c'était Taylor Swift. C'est quand même assez fou. Et ce qui est intéressant, et ça, je trouve ça le fun parce qu'il y a un aspect quand même assez techno là-dessus, c'est qu'elle a vendu en dedans d'une semaine 575 000 copies de son disque en version vinyle des 33 tours. Et ça établit évidemment un record qui remonte à jamais, en fait, parce qu'on a recommencé à compiler les statistiques sur la vente de vinyle en 1991. Et c'est évidemment, depuis ce temps-là, c'est le record. Avant ça, le record précédent était de quelque chose comme 180 000 copies d'un disque vendu en une semaine d'un autre artiste. C'est Harry Styles qui avait fait ça il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est je pense ça commence à cimenter cette approche hybride où on vend du numérique. En fait, je ne peux pas dire qu'on le vend parce que les gens s'abonnent, donc ils l'écoutent à volonté, mais on vend aussi du vinyle et on combine les deux et les gens sont très réceptifs à ça. Je serais curieux de savoir si Taylor Swift, elle a vraiment un auditoire particulier parce que je suis pas sûr que ça se reproduit dans tous les genres musicaux, cette approche-là de vendre des disques 33 tours. Ça prend quand même une certaine forme d'écoute d'écouter un disque vinyle. Oui. Et je ne sais pas à quel point les gens écoutent ensuite le disque vinyle ou ils l'achètent juste pour avoir l'objet physique. Ouais. Moi, j'ai littéralement une pochette de disque. Si je m'étirais le bras, là, on pourrait le voir. J'ai la pochette du disque jaune de Jean-Pierre Ferland. Je n'ai pas de table tournante, mais j'aime la pochette. Et devant moi, j'ai 2 albums du groupe des années 80, The Art of Noise. J'ai la pochette devant moi, encadrée en plus, juste parce que c'est des albums qui m'inspirent et qui me touchent. On était assez vieux, nous, pour avoir connu les vinyles à l'époque, que c'était le moyen d'écouter de la musique. C'était le moyen. Avec la cassette sortait à peine, exact. Puis je me rappelle le magasiner dans des magasins de disques, le vinyle, qui étaient souvent des bootlegs, qui étaient des enregistrements de concerts, des choses comme ça, ou même des chansons qui étaient souvent rejetées quand les artistes faisaient leurs albums qu'ils vendaient finalement. Et ça, on ne trouve plus ça vraiment maintenant parce que les albums qui sont vendus sont les albums officiels, mais les bootlegs se trouvent en version numérique sur les internets, n'est-ce pas? Donc, ça a vraiment changé cette approche-là, mais il y a vraiment une renaissance durable, on dirait, du vinyle du 33 tours grâce ironiquement aux plateformes 33 tours. On ne voit pas vraiment l'équivalent dans la vidéo où on pourrait avoir... retour du DVD. Retour de qu'est-ce qu'il y avait avant la cassette, je ne le sais pas. Comment? Tu sais, l'espèce de grosse bobine comme dans quand on était petit à l'école. Tu commences ton film, ça fait... Exactement. Ça, c'est quelque chose en tout cas, c'est unique à la musique et puis c'est quand même un indicateur d'une tendance. Puis on le voit aussi dans la musique québécoise, même si c'est moins apparent. Mais ici aussi, je pense que Jean Leloup, entre autres, avait lancé son dernier album en version 33 tours. Il avait connu un certain succès avec ça. Allez le savoir. Faut faire des sous. Exact. Mais parlant de faire des sous, tu en parlais tantôt, hein, Twitter, ça bouge beaucoup, ça continue. En fait, je sais pas, on spécule sur l'avenir de ce réseau-là de plus en plus. Chaque jour apporte sa nouvelle, je veux dire, une tuile qui s'abat sur Elon Musk. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vas payer l'abonnement, toi? Comment tu le vois? Moi, j'ai pas envie de payer l'abonnement à 8 $ par mois. Je trouve ça triste qu'on nous enlève notre badge bleu. Ils auraient dû, pas parce que je vois ça comme un symbole de statut, mais parce que j'ai fait les démarches pour authentifier mon compte. Alors, je me dis, une fois qu'ils savent que c'est vraiment moi, que je publie du contenu, que je suis une véritable personne, je trouve ça très triste qu'on nous dise de payer 8 $ pour regagner ce badge bleu. En même temps, c'est sûr que si quelqu'un paie, on assume qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, mais encore une fois, un spammer pourrait dire « je me mets un budget de faux comptes et je paie des faux comptes pour augmenter ma crédibilité, ma campagne et tout ». Je trouve que c'est une procédure, de voir le statut s'authentifier comme un privilège.
je trouve ça un peu simple comme raisonnement, comme façon de faire. Et l'autre chose que je voulais glisser un mot, parce qu'on parle d'abonnement toujours, le fait de payer 8 $, un petit parallèle comme ça, il y a Netflix maintenant qui offre, ça faisait longtemps qu'on en parlait, sa version à 5,99 par mois. Pour avoir Netflix, c'est assez flyé. Le compromis dans ce nouveau forfait-là de Netflix, c'est qu'on va avoir des publicités. Quand on regardait Netflix, on n'avait pas de publicité. On va avoir 4 à 5 minutes de publicité par heure, des publicités de 15 à 20 secondes. Personnellement, je trouve ça extrêmement long et insupportable. Je ne sais pas comment ça va se découper dans son émission, parce qu'à toutes les 4 minutes, on va se faire interrompre avec 20 secondes de publicité ou on va avoir un bloc de publicité de quelques minutes au milieu. Je ne sais pas. On dit qu'il n'y aura pas de publicité politique d'armes ou de cigarettes. On ne verra pas des publicités de choses qui permettent de fumer. Ça peut peut-être tomber aussi dans les trucs de cannabis, et ainsi de suite. Il n'y aura pas de publicité dans les profils pour enfants. Alors, si peut-être vous abonnez à Netflix pour vos enfants, ils ont un profil enfant qui ne diffuse que les contenus appropriés pour les enfants. Il n'y aura pas de pub dans ce profil-là. Il n'y aura pas de possibilité de télécharger les vidéos dans son téléphone, qui est une belle caractéristique si on se déplace, si on veut regarder quand on voyage, ben oui. En voyage. Il y a 5 à 10% du contenu qui va être en moins, pour des raisons de droit et de je ne sais pas trop quoi. Les jeux dans la version mobile vont continuer d'être accessibles et le forfait à 5,99 par mois de Netflix, ça va être accessible sur un écran à la fois. Donc, ceux qui partagent ou ceux qui comptaient partager ou regarder pendant que les enfants regardent, il va falloir aller avec les forfaits un peu plus coûteux. Et l'autre chose qui est particulière, c'est seulement 720 P de résolution, c'est 120 pixels, même pas HD, plein HD, même pas 4K. Pour ça, il va encore une fois aller chercher les forfaits un peu plus coûteux à 10,99 si je ne m'abuse et 16,99. Oui. Voilà, c'était mon petit... Quand on disait que c'était la fin du câble, le streaming, on disait couper le cordon, ça va coûter moins cher. De plus en plus, on se rend compte que tout le monde augmente ses tarifs et que ça finit par coûter la même chose, sinon plus que ce que ça coûtait avant. Sinon, encore une fois, la publicité qui était l'autre truc, l'autre bénéfice d'avoir un service en ligne qui n'était pas de publicité. Donc, on est en train de revenir à ce qui était la télé, mais en version on paye quelqu'un d'autre maintenant. C'est fou quand même, l'évolution de cette technologie-là. Mais moi, je me permets de dire que beaucoup de gens rechignent en disant « Hey, ça me coûte 30 $ par mois pour mes abonnements numériques », mais ils ne se rendent pas compte que le câble leur coûte 120, 140 $. J'ai regardé des forfaits de câble. Si tu veux avoir quelques chaînes de films et tout, ça monte très, très, très vite. Ça coûte très cher très rapidement, oui. Puis on ne calcule pas le forfait Internet dans les services en streaming parce qu'on les sépare dans notre tête, mais ça prend l'Internet pour avoir... Donc, tout ça finit par coûter plus cher qu'on pense tout le temps. Ah, voilà, c'est ça, ça coûte plus cher, mais les gens ce que je voulais dire, c'est simplement que les gens ne se rendent pas compte de combien ils payaient pour le câble. Le vrai montant qu'ils payaient pour le câble. Exact. Là, ils voient 30 $ plus l'Internet, 100 $. Ben, s'ils payaient 140 $ pour le câble, ils sont gagnants, je crois. Mais encore une fois, si on ajoute en plus le câble, en plus, c'est plus juste 10 $ par mois pour Netflix. On est rendu à plus que ça, c'est ça. Exact. Parlant de choses qui coûtent cher, je ne sais pas si tu as vu passer ça, cette nouvelle-là du côté de Sony, ça a été présenté cette semaine. On revient avec une deuxième génération du casque de réalité virtuelle qui s'attache à la PlayStation, le PSVR 2. Sony qui confirme une fois de plus son incapacité à trouver des noms le fun pour ses produits. PSVR 2, c'est pas exactement le nom le plus séduisant en ville. C'est un appareil qui va coûter 750 $. Il va être mis en vente au mois de février prochain. Il y a de la prévente qui s'en vient la semaine prochaine pour ceux qui veulent absolument se le procurer. Moi, je suis un peu déçu de cette nouvelle-là. Évidemment, bon, au point de vue technique, c'est un beau casque. Là, on parle d'un affichage amélioré. Le premier PSVR avait une belle définition, mais il y avait quand même cette espèce de... Ça se traduit mal, là, c'est le screen door effect. On voyait les pixels, donc ça avait l'air un peu de regarder à travers une moustiquaire. L'effet moustiquaire, voilà. Ouais, là, on a vraiment un affichage de meilleure qualité. On peut voir de la vidéo que 4K avec HDR, donc vraiment les contrastes. L'affichage devrait être très bien, avec un champ de vision élargi à 110 degrés de champ de vision, donc ça devrait être pas si mal du point de vue utilisateur. Les contrôleurs sont améliorés. Les contrôleurs, je ne sais plus leur nom exactement, mais ils ont cette rétroaction haptique, la même que le contrôleur DualSense 2 là, de la PS5, qui est magique en termes d'interaction. C'est les petits vibromoteurs, là, vous savez, qui reproduisent quand il y a une explosion dans le jeu, par exemple, ça vibre dans le contrôleur. Et là, on a raffiné cette interface-là pour la rendre vraiment très tactile.
Et là, on l'intègre dans la réalité virtuelle, ce qui devrait ajouter une petite couche d'immersion à l'expérience. On a revu aussi là, ça, c'est un peu banal, mais on a revu le son pour améliorer la stéréophonie, donc des choses comme ça pour rendre l'expérience plus intéressante. Et je sais pas, j'ai hâte de voir. Il y a 4 caméras sur le casque qui permettent de voir les mouvements du joueur pour les reproduire dans le jeu. Je sais pas s'ils vont pouvoir créer des jambes aux avatars. Parce que ça, c'est un problème que Meta a, là. C'est ça. Est-ce qu'ils vont faire semblant de créer des jambes aux avatars? C'est ça. C'est plus ça la question c'est la question à laquelle on attend une réponse. Mais ce qui est la mauvaise nouvelle, c'est que ce nouveau casque-là ne sera pas compatible avec les jeux de PSVR. Donc, on annonce 11 jeux au lancement. Ben voyons! Ben oui, c'est ça qui est ridicule. On annonce 11 nouveaux jeux au lancement qui vont fonctionner avec le casque, mais les 500 titres déjà existants qui fonctionnent avec le PSVR, eux, ne sont pas compatibles. J'espère que les développeurs vont les mettre à jour rapidement, que ce ne sera pas un paquet de troubles pour rendre tout ça disponible, parce que c'est ce qui faisait la valeur de ce casque-là, c'est qu'on le branchait dans la console et pouf, on avait déjà accès à du contenu. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve que c'est un gros pas en arrière et ça me fait dire, si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle, oui, c'est un casque qui, sur papier, est très séduisant, mais ne vous garochez pas, attendez que tout ça soit en place. Il n'y a aucune raison de se précipiter pour avoir un casque qui, finalement, a très peu de contenu. Cela dit, je serais curieux de savoir les statistiques sur l'utilisation parce que quand on trouve un jeu qu'on aime, un environnement virtuel qu'on aime, on reste dedans assez longtemps. Je pense que les gens passent plus de temps en réalité virtuelle que dans un jeu de console plus typique parce que c'est plus le fun à explorer, peut-être c'est plus immersif, mais encore là, reculer comme ça sur l'offre de contenu, c'est un peu, c'est clairement une perte pour le joueur. Donc, prenez votre temps. C'est est-ce que Sony va faire comme à son habitude et rendre l'accès aux produits longs et difficiles, qu'il y ait une pénurie dès le lancement, que les gens fassent la file, que les gens aient contacter leurs vendeurs matin après matin pour essayer d'avoir un casque VR2. PSVR2. Exact. C'est un nom aussi habitué. Mémorable. En tout cas, écrivez-nous si vous avez une opinion là-dessus, si vous pouvez le recommander, parce que je vois pas comment on peut avoir le goût d'avoir un... Parce que l'affaire, c'est ça, c'est que ça prend du contenu, c'est toujours ça l'expérience, c'est le fait la poule. Si tu as un casque qui est le fun, s'il n'y a pas de contenu, ça marche. Bref, à suivre, on a le temps d'en reparler. Ça va être mis en vente mi-février de l'année prochaine, donc on va y revenir. Ça fait le tour de l'actualité pour cette semaine. On prend une courte pause. On va parler ensuite d'intelligence artificielle. Vous savez, ces services comme DALL-E là, qui créent des images à partir d'une simple phrase, qui sont extrêmement fidèles à l'image, à l'idée qu'on s'en fait, en fait. On a un créateur à Montréal qui a créé une application qui propose du contenu, du texte, de la lecture, des listes de lecture basées sur ce même genre de technologie-là. On en parle. Restez avec nous tout de suite après à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition, je veux dire, automne. Alors, c'est l'été des Indiens parce qu'il va faire beau en fin de semaine. Il va faire chaud. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Ah, OK. Ben écoute, si tu me la chantes en plus. Oui, quand tu voudras. L'entrevue de la semaine d'Une tasse de tech est présentée par GoDaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise, petite, moyenne ou grande. Ils ont tout ce qu'il faut pour créer un site web fantastique. GoDaddy.ca, vous pouvez même le faire à partir de votre téléphone intelligent, votre site web. C'est fantastique. C'est là qu'on vous amène dans l'été des Indiens, où tu voudras, quand tu voudras, sur GoDaddy.ca. Oui, on a reçu quelqu'un de GoDaddy la semaine dernière qui pourrait vous montrer. Vous irez voir notre épisode, vous irez l'écouter encore. Et il nous explique comment faire un site web en quelques clics faciles. Tu sais, Pascal, il n'y a pas juste Taylor Swift qui connaît un succès bœuf le jour du lancement de sa nouvelle offre d'information. Ben, c'est plus de divertissement, en fait, mais il y a une jeune entreprise montréalaise qui vient de lancer une application qui s'appelle Waverly, du nom de la rue Waverly. Je ne sais pas si c'est l'arrondissement d'Outremont ou si c'est plus haut, Philippe. Je pense que c'est dans le Myland. Je dirais Myland aussi. Donc, l'application Waverly, et qui a été fondée par Philippe Baudouin, qui est avec nous pour en parler. Philippe, salut d'abord. Commençons par ça, n'est-ce pas? Salut, Alain. Merci d'être avec nous. Écoute, parlons un peu de c'est quoi, parce que moi, ça m'intéresse au bout de ce que vous avez lancé, ce que vous avez fait, parce qu'il y a différentes raisons pour lesquelles ça m'intéresse, mais d'abord, pour ce que vous offrez comme contenu, explique-nous un peu qu'est-ce que vous offrez justement dans l'application. Oui, en fait, on décrit Waverly comme une plateforme qui permet aux professionnels de trouver le contenu qui les intéresse vraiment. Donc, d'être intentionnels dans leur recherche de contenu, de couper court à ce qu'ils vont trouver sur des plateformes sociales, sur des Twitter, tout ça, pour aller vraiment à l'essentiel. Donc, on peut le voir un peu comme une espèce de plateforme sociale où est-ce qu'on va recevoir des fils de nouvelles avec des nouvelles qui viennent de partout à travers le monde. On indexe des dizaines de milliers de sources.
Mais ces nouvelles-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que dans Waverly, on les choisit en fonction des intentions qui sont exprimées par les utilisateurs dans du langage naturel. Donc, c'est de l'IA mur à mur. On lit ce que les utilisateurs écrivent et puis, à partir de ça, on essaie de leur trouver les meilleurs articles possibles. Bon, à partir de ça, maintenant, on va déballer les nombreux éléments dans cette phrase. Oui. Essentiellement, si on résume très grossièrement, c'est un agrégateur de contenu. On va sur la Waverly pour s'informer. Quand on s'inscrit, on indique nos champs d'intérêt. Et ça, c'est le premier point de contact qu'on a, c'est qu'on peut expliquer dans une phrase normale ce qu'on veut avoir comme information. C'est ça? C'est exactement ça. Et à partir de là... Ouais. On peut y aller dans le plus simple. La plupart des utilisateurs de Waverly, ce qu'ils vont faire, c'est pas nécessairement commencer en écrivant leur champ d'intérêt, mais c'est de trouver des utilisateurs qui ont exprimé leur champ d'intérêt, puis dire « Ah, mais moi, ça ressemble à ce qui m'intéresse, par exemple, les avancées technologiques en agriculture, des choses comme ça. » Et puis, ils vont suivre ces fils de nouvelles-là. Et éventuellement, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs finissent par avoir la piqûre et écrire leur propre. On appelle ça des waves, là, écrire leur propre wave, leur propre petit morceau de texte pour aller chercher ce qui les intéresse eux vraiment. C'est le premier différenciateur, c'est qu'on n'utilise pas nécessairement des mots-clés pour définir ce qu'on recherche, c'est ça? C'est ça. On est vraiment dans une espèce de mouvance qu'on voit en ce moment en intelligence artificielle. En anglais, on dit prompt engineering, là, mais c'est l'idée d'aller au-delà des mots-clés pour exprimer des idées qui peuvent être plus riches que ce qu'on est capable de faire avec des mots-clés. On le voit dans des trucs comme DALL-E, Midjourney, là, qui nous permettent d'écrire une phrase, puis là, l'IA comprend la phrase, puis génère une image à partir de ça. Ben, dans notre cas, on veut avoir la même richesse de texte. On veut que les gens puissent écrire le texte avec les mots qui leur viennent, comme ils l'expliqueraient à un de leurs amis. Tu sais, je m'intéresse à, je sais pas moi, des nouveaux gadgets technologiques parce que X, Y, Z. Mais on veut qu'ils puissent avoir cette richesse-là dans l'explication, puis l'IA va comprendre ce qu'il y a là-dedans, et puis va analyser chacun des articles avec cette perspective-là. C'est vraiment pas une recherche par mots-clés, c'est une recherche on appelle ça sémantique, là, mais c'est une recherche par les idées qui sont exprimées. Donc, ça pourrait donner une recherche qui ne contient aucun des mots qu'on a écrits dans notre demande. Absolument. Donc, si je parle d'avancées technologiques en agriculture, ça pourrait être un article lié, mais qui ne contient pas le mot agriculture, pas le mot, peut-être un des trois, mais pas nécessairement les trois, mais ça va être pertinent. Exactement. Ce que Waverly essaie de faire, c'est de comprendre le thème avec un certain niveau d'abstraction, puis un utilisateur peut exprimer plusieurs caractéristiques. Par exemple, ça peut être en agriculture, mais je veux des articles qui sont factuels, ou je veux des articles qui sont écrits par des femmes. À la rigueur, on peut écrire ce qu'on veut, et puis là, en ce moment, on ne supporte pas toutes ces caractéristiques-là, mais l'objectif de Waverly, c'est vraiment de se rendre à un point où est-ce que peu importe ce que l'utilisateur écrit, on est en mesure de le comprendre puis de lui servir ça. Oui, puis là, vous servez évidemment des textes qui proviennent de différentes sources, effectivement. Comment vous déterminez les sources? Parce que c'est un peu ça aussi que tu disais. On peut aller sur Facebook et être informé avec des énormes guillemets, là, c'est-à-dire que Facebook nous pousse plein de contenu. Il y a des similitudes, mais c'est quand même assez différent la façon dont vous triez le contenu quand même, là. Oui. En ce moment, disons qu'on a 10 000 sources qu'on a identifiées ou que nos utilisateurs ont identifiées au fur et à mesure de leur recherche. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur identifie un article qui est intéressant, elle ou il peut l'envoyer à Waverly, puis Waverly, à partir de là, va commencer à indexer cette source-là, va dire, bon, mais si cette source-là est intéressante pour l'utilisateur, on va l'ajouter à notre bassin de sources. Donc, comme ça, on a fait grandir jusqu'à un peu plus de 10 000 sources aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'articles qu'on indexe chaque semaine. Mais l'objectif, c'est pas d'avoir une curation des sources à l'avance. C'est vraiment de devenir un peu comme Google, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'ajout de sources, éventuellement on indexe tout, mais que ce soit le texte écrit par l'utilisateur qui agisse comme filtre. Par exemple, si on veut des sources qui sont trustworthy, qui sont dignes de confiance, fiables, ben on devrait pouvoir l'exprimer dans Waverly, et puis Waverly devrait être en mesure d'associer la fiabilité aux différentes sources puis de nous donner ça. Vous avez lancé au début octobre, je crois, mais quelque part un petit peu avant la mi-octobre. Oui. Comment ça se passe, le lancement? Ça va-tu bien? Oui, donc c'était le gros test pour nous. Ça fait à peu près 1 an qu'on était en bêta fermée.
Et là, on a lancé ça. C'est maintenant disponible sur l'App Store. C'est gratuit. Vous pouvez chercher Waverly sur le App Store de iPhone. C'est une application iPhone pour le moment. Mm-hmm. Et vous allez le trouver, vous allez pouvoir l'installer. Et puis, suite au lancement, on a vu, ça a été la folie. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'installations. Nos serveurs ont tenu. C'était un peu notre Une bonne nouvelle, objectif. ben oui. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'installations, beaucoup d'utilisateurs qui reviennent quotidiennement. On est vraiment ravis de voir ça. On s'est parlé, je pense. Bon. Vas-y, Pascal. J'ai demandé pourquoi c'est sur mobile seulement. Parce que moi, quand je fais des recherches, c'est absolument sur mon ordinateur. C'est pour le travail. Je copie-colle du texte. Je fais de la recherche d'un côté, je tape de l'autre. Dans un téléphone, je me sens un peu limité. Puis que pour iPhone, alors que c'est un moteur de recherche qui pourrait être sur le web aussi, à la limite. C'est une super question. Notre objectif à terme, c'est d'être disponible naturellement sur Android, mais aussi sur le web. La raison pour laquelle on a décidé d'aller sur iPhone seulement pour commencer, c'est qu'on voulait créer une expérience de consommation de contenu qui soit vraiment agréable. On trouve qu'il y a plusieurs agrégateurs de contenu qui ont commencé sur le web, qui ont des expériences mobiles qui sont loin d'être aussi agréables que ce qu'on a sur nos plateformes comme Facebook, Twitter, etc. Puis nous, on voulait vraiment créer une expérience de consommation qui soit pensée a priori pour mobile. Donc, c'est pour ça qu'on s'est focusé là-dessus. On est une toute petite équipe. On pouvait juste adresser une plateforme pour commencer. Mais on est très satisfait. C'est ce qu'on voit, en fait, c'est que nos utilisateurs adorent consommer l'information à partir de la plateforme. C'est plus difficile pour elles et eux d'écrire la Wave parce que c'est pas quelque chose de naturel à faire sur mobile. Mm-hmm. Et c'est là qu'on veut, on le savait, disons, on le savait à l'avance. Mais notre objectif, c'est vraiment de créer une expérience de consommation de contenu qui soit vraiment, vraiment le fun. Mm. Parce que Pascal a hâte d'avoir ça sur son téléphone Android, je pense. Entre autres, parce que moi, je suis je suis un consommateur de Pocket, le service Pocket, qui est un peu. Là, je me dis, peut-être que Waverly va me permettre justement de ne pas avoir à filtrer des centaines de messages, que Waverly va me donner justement l'expérience. Et je me sers beaucoup de ça quand je fais ma recherche, par exemple, pour une tasse de tech, j'ai ma liste de fichiers dans Pocket ou dans Feedly pour retrouver du contenu. Fait que moi, j'espère que Waverly va être mon remplacement, mon substitut de ça à très court terme. En tout cas, donc les produits que tu nommes, Pascal, c'est effectivement des produits qui sont un peu dans le même espace que nous. Par exemple, en comparaison à Pocket, quand on envoie un article dans Waverly, l'intelligence artificielle lit l'article et décide dans quel wave, si on veut, dans quel folder envoyer l'article automatiquement. L'utilisateur peut changer ça, mais ça rend l'expérience vraiment le fun parce qu'on n'a pas à chercher où l'envoyer. La classification se fait beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un de nos avantages par rapport à Pocket en ce moment. Et puis, pour les inconvénients qui sont qu'on n'est pas disponible sur Android et qu'on n'est pas disponible sur le web, notre objectif en ce moment, on va rentrer bientôt dans notre prochaine levée de fonds où le but, c'est vraiment de capitaliser sur le succès qu'on a eu avec notre lancement pour aller chercher les fonds dont on a besoin en ce moment pour le développer sur ces autres plateformes-là. Et aussi en français, qui serait un de nos objectifs. En ce moment, et ça, c'était ma question secrète. Est-ce que c'est en ce moment seulement des recherches en anglais, du contenu en anglais? Oui, on a décidé comme l'intelligence artificielle est ce qu'elle est, c'est plus difficile de la développer dans plusieurs langues puis s'assurer qu'elle fonctionne bien dans toutes les langues. On a focusé sur l'anglais, mais on a des tests à l'interne qui montrent que ça fonctionne bien en français. Et maintenant, c'est plutôt une question de franciser le reste de l'application puis de s'assurer qu'elle marche dans toutes les langues. En tout cas, du moins en anglais puis en français pour commencer. Mais comme on est bien ancré au Québec, on aimerait ça vraiment s'attaquer au français rapidement. Parce que j'assumais que parce que c'était de l'intelligence artificielle mur à mur, que c'était justement facile d'utiliser la même intelligence avec le même entraînement puis de passer au français. Pour la machine du français, de l'anglais, du latin ou du grec, c'est les mêmes liens, la même reconnaissance, j'imagine. Oui, effectivement. D'un point de vue technique, c'est pas si difficile que ça, mais il faut s'assurer que la qualité des données qu'on a utilisées pour l'entraînement en anglais est la même pour le français. Il y a beaucoup de travail quand même à faire pour s'assurer que ça fonctionne, mais c'est ça, c'est pas si loin que ça. C'est ça, c'est pas une révolution, c'est pas une réinvention, c'est juste du travail supplémentaire, disons. Exactement. C'est drôle parce que moi, j'aurais tendance à penser le contraire, parce que
La structure du langage en français et en anglais n'est pas la même. Ici au Québec, il y a beaucoup de façons. On construit nos phrases à l'anglophone, mais c'est quand même pas nécessairement la même façon de penser. Tu sais, souvent, on met les sujets, les compléments, ces choses-là dans une phrase, on les bâtit différemment. Puis j'aurais tendance à penser qu'une intelligence artificielle devrait ne pas être la même d'une langue à l'autre et que ça rendrait la chose plus difficile. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que c'est des kits qui existent que vous branchez dans votre système ou s'il faut développer à partir de zéro? Oui, c'est un mélange des deux. On se sert effectivement de kits qui existent déjà pour un certain aspect de la compréhension de la langue. Après ça, on rajoute notre source magique parce qu'il y a personne qui a vraiment développé ça encore, des modèles qui ont comme objectif de comprendre les intentions de l'utilisateur. C'est pas quelque chose que les big tech ont développé. On peut se poser la question pourquoi, mais donc la difficulté, c'est vraiment d'aller chercher l'ensemble de données autour de ces intentions-là. Comment une personne exprime en langage naturel, je sais pas, son algorithme de recommandation idéal. Puis ça, il n'y a pas beaucoup d'ensemble de données autour de ça. Puis nous, on est en train de construire le premier. Et plus on l'améliore, ben, plus on est en mesure, après ça, d'aller entraîner des systèmes différents à partir des données qu'on a. On en parlait la semaine passée, cette compréhension du langage naturel, l'intelligence artificielle qui permet de créer des images sur mesure à partir d'une simple phrase, DALL-E, entre autres. Et là, DALL-E va rentrer dans Shutterstock, le catalogue de photos que bien des gens utilisent pour illustrer leur contenu. Ça se rapproche beaucoup de ce qui était créé à un certain moment donné, qui s'était appelé les fameux deepfakes, là, les trucs contrefaits pour créer des fausses images, en fait, des fausses vidéos même, des fausses bandes sonores. Est-ce qu'on s'en va dans une bonne direction avec cette technologie? Il me semble que c'est plus on avance, plus ça devient, on peut quasiment dire épeurant. Est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là? Comment tu vois, disons, l'avenir à court terme de ces technologies-là, toi? Je pense que c'est des outils qui peuvent être très utiles. Puis je pense que le travail après, ça va être de les encadrer correctement. Effectivement, il y a beaucoup de risques. Il y a des risques liés à ces outils-là. Il y a des risques autour de deepfake, puis de la mauvaise information, là, ce que tu mentionnes, mais il y a aussi des risques autour de la propriété propriété intellectuelle. Ben oui, c'est vrai. Une limitation très peu subtile de certaines IA pour refaire des images. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Un de nos buts avec Weverly, c'est de montrer, en fait, d'être un peu une force qui montre qu'on peut faire de la technologie différemment. Parce que je pense que souvent, c'est un des problèmes quand vient le temps de réguler les technologies qui existent, c'est qu'on ne connaît pas les alternatives, on ne connaît pas les limites de la technologie, puis on ne sait pas par quoi la remplacer. Tu sais, quand on dit on va légiférer puis changer la manière dont les réseaux sociaux travaillent, ou les algorithmes des réseaux sociaux travaillent, on n'a pas d'algorithme alternatif à proposer. Notre but avec Weverly, c'est d'arriver avec une façon alternative de faire des algorithmes de recommandation qui soient plus intentionnels, plus transparents, plus faciles à contrôler pour l'utilisateur, puis de dire, ben voilà, quand on propose des lois autour de Facebook, autour de Twitter, on a maintenant une alternative technologique, on a une façon différente de faire les choses. À notre avis, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment encourager, le développement de ces technologies alternatives-là pour nous donner un peu de latitude comme société quand vient le temps de faire nos décisions, de prendre nos décisions. C'est important d'insister là-dessus. Il y a du positif qui peut en sortir parce qu'évidemment, c'est plus facile de parler de ce qui est épeurant puis de ce qui soulève des craintes. Ne serait-ce que parler des réseaux sociaux, on est tombé rapidement dans les dérapages et on questionne ces choses-là largement. Et là, on est à l'aube de quelque chose d'assez révolutionnaire. DALL-E, c'est parce que c'est extrêmement facile à comprendre à quel point c'est raffiné comme technologie. Il y a quand même, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Il faut rapidement proposer des solutions positives, des applications positives de cette technologie-là. Tout à fait. C'est le propre de beaucoup de technologies d'évoluer rapidement. Les utilisateurs s'en emparent, puis après ça, le cadre législatif suit derrière. C'est l'évolution normale de la chose, mais ça prend des législateurs qui pédalent vite. Oui, ils n'ont pas prouvé que ça va même faire du vélo pour commencer. je pense qu'on part de loin. Je pense qu'on est de plus en plus de technologistes à vouloir les aider là-dedans, puis c'est définitivement notre cas chez nous. Ouais. Là, vous venez de lancer donc l'application. Il y a une ronde de financement qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des plans à l'horizon c'est quoi la prochaine étape pour vous? Donc, pour nous, c'est de trouver les consommateurs que ça intéresse. Donc, mon petit message, peut-être, c'est si vous êtes une business qui est vraiment intéressée à suivre le contenu
de votre domaine, les compétiteurs, ce genre de choses. C'est le bon moment pour nous appeler, embarquer sur la plateforme, découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec des solutions alternatives. Et puis, de là, faire croître ça ensemble. Il y a beaucoup de développement de produits qui s'en vient. On a une roadmap, ma foi, très chargée. Ça va être très le fun de voir cette évolution-là. À suivre. Ça se trouve sur waverly.com, c'est ça? mywaverly.com. mywaverly.com. Voilà. Simplement Waverly sur l'App Store, vous allez le trouver. Et on peut télécharger l'application, c'est gratuit. Je pense qu'il y a il y a une version de base gratuite, puis il faut payer ensuite pour avoir l'application complète, c'est ça? Oui, je t'ai perdu pendant une seconde. Oui, c'est gratuit. Et c'est gratuit, puis il y a une version pro pour ceux qui veulent la déployer à l'intérieur de leur entreprise. Excellent. Ben, merci beaucoup, Philippe. Philippe Baudouin, fondateur donc, de Waverly, l'application. Comment vous la définissez en une phrase rapide, l'application de recommandation de contenu intelligente? C'est Waverly Read with Intention, et puis c'est une plateforme de découverte de contenu pour les professionnels. Ben, c'est excellent. Merci d'avoir été avec nous, Philippe. C'est très gentil. Merci beaucoup. Nous, on prend une courte pause et on revient avec nos tests produits de la semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On est rendu à notre segment, le troisième de cette dernier, justement, de cette balado. Et Pascal, tu as un coup de cœur incroyable. Tu m'en parlais il y a un instant. La Stream Deck Mark II, ça a l'air d'être un beau gadget. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Écoute, c'est une petite console avec des boutons physiques qui permettent de contrôler son ordinateur. C'est un peu comme les boutons de fonction F1 avec F12 que tu as en haut de ton clavier, sauf que les boutons sont des petits affichages. Ce n'est pas des autocollants, c'est pas quelque chose qu'on dessine à la main, ce sont des petits affichages LCD qui permettent d'afficher le logo de l'application qu'on veut démarrer, le logo du service qu'on veut activer, de l'ampoule qu'on veut allumer. C'est un outil de contrôle extrêmement polyvalent. Et moi qui ai un beau problème avec mon ordinateur, j'ai une espèce de routine de productivité. Je démarre ma musique, je démarre une liste de lecture. Ça veut dire de démarrer son application, démarrer sa liste de lecture, démarrer Teams, démarrer mon application pour écrire des notes. Avec le Stream Deck, je peux le configurer, je peux configurer la petite console très rapidement pour avoir un bouton qui me permet de démarrer Teams, un bouton qui me permet de démarrer Spotify, un bouton qui permet de démarrer un compte à rebours de 55 minutes. C'est affiché sur le petit bouton, le compte à rebours, le temps qui s'écoule. Je démarre ma chanson dans Spotify d'un seul bouton. Je peux changer de chanson dans Spotify d'un seul bouton. Et encore plus fort, si je veux marquer la chanson comme j'aime dans Spotify, je peux le faire avec un bouton sans avoir à changer mes écrans. Sur mon ordinateur, je travaille avec 2 écrans et normalement, je devais quitter ce que je fais, glisser ma souris, aller dans l'autre tableau. Là, je peux tout simplement, avec le Stream Deck, appuyer sur le bouton. J'ai pris le modèle Mark II, qui est un modèle à un peu 5 boutons, voire 15 boutons dessus. Ce qui est fantastique, c'est que les 15 boutons peuvent être paramétrés individuellement. On peut avoir plusieurs profils pour différentes applications, pour le gaming, pour le travail, pour plusieurs personnes qui utilisent l'ordinateur, mais les 15 boutons peuvent avoir on peut avoir plusieurs rangées de 15 boutons séparément. Donc, on peut avoir 15 boutons pour, par exemple, son infographie. On change les 15 boutons se transforment en 15 autres boutons pour jouer à des jeux vidéo, 15 autres boutons pour le montage et l'édition vidéo et la diffusion web. Wow! Parce que le Stream Deck, au départ, non, je trippe, mais solide. On peut aussi se servir, une option que je n'ai pas encore explorée, s'en servir pour insérer dans du texte une phrase, un mot. On est tout le temps en train de taper à la fin de ses courriels une formule de politesse. On pourrait appuyer sur le bouton et insérer. Je n'ai pas encore essayé cette option-là. Le contrôle de ces ampoules Hue de Philips fonctionne prodigieusement bien. Donc, c'est un peu idiot, mais pour contrôler des ampoules connectées, il faut soit parler à Google, soit parler à Alexa, soit appuyer sur un bouton dans son application. Dans ce cas-ci, je peux simplement appuyer sur le bouton sur mon Stream Deck pour démarrer mon éclairage, changer l'intensité à des niveaux pré-réglés. Et comme ce n'était pas assez, chaque bouton peut contrôler une séquence d'applications. Donc, on pourrait dire, j'appuie sur le bouton, première étape, allume la lumière dans le salon. Deuxième étape, désactive ma caméra de surveillance. Troisième étape, ouvre Teams. Quatrième étape. Et comme tout se fait très, très bien. Je l'ai mentionné, c'est conçu pour le streaming, Stream Deck. Ça se veut comme une espèce de régie pour la diffusion en direct. Mais moi, je m'en sers pour beaucoup plus que ça. Pour la productivité, entre autres. J'adore.
quand on affiche une chanson pour dire, là, on voit la pochette de l'album sur le bouton. L'affichage LCD et le temps qui reste à la chanson, le temps écoulé, la durée de la chanson, plein d'informations peuvent être diffusées comme ça. Est-ce que je t'ai dit que je tripais solide? Ben, je Là, j'ai pris comprends. le modèle avec 15 boutons, mais je commence à me dire, j'aurais pu prendre le modèle à 32 boutons Eh et boy. aussi un modèle à 6 boutons, si jamais. Le fait que ce soit des petits affichages visuels, c'est très intéressant. On peut choisir ses propres icônes. Ils ont des banques d'icônes thématiques. On peut mettre des espèces de petites capotes, disons-le comme ça, des petits couvercles qu'on place pour rendre encore plus joli son Stream Deck pour que ce soit bien possible de contrôler. Des options de streaming, là, je te dis, prochaine fois, je vais prendre un peu plus de temps, puis je vais m'assurer de pouvoir changer, par exemple, de caméra d'un seul clic, afficher quelque chose d'autre, ça fonctionne très, très bien avec ces OBS, je crois, le logiciel de gestion de streaming. Donc, je pourrais m'ajouter des titres, diffuser des trucs, mettre mon nom en bas de l'écran, ajouter des images très rapidement d'un seul bouton, mettre des effets sonores aussi. Je peux mettre toute une option, toute une collection d'effets sonores de rire, de potum qu'on pourrait faire. Il va falloir se préparer des gags si tu fais ça, par exemple, pour être sûr d'avoir Exactement. Ben, écoute, on est tellement naturellement drôle. Je vais publier bientôt un billet sur mon site, là, si vous voulez en savoir plus. Là, j'ai plein d'options, je m'amuse, je découvre des nouvelles fonctions à chaque jour. Malheureusement, il faut que je travaille, je n'ai pas pu m'y pencher autant. Mais je gagne énormément de temps, j'ai énormément de plaisir à l'utiliser. Mon cadeau de Noël à l'avance, j'en suis très satisfait. Le Stream Deck M2 Mark II d'Elgato, ça coûte 209 $ canadiens. Je l'ai commandé par Amazon. Je l'ai reçu le lendemain et depuis, je nage dans le bonheur et l'allégresse. Je l'ai payé avec mon argent, mesdames et messieurs. C'est un commanditaire, je l'ai vraiment acheté. Il semble qu'ils sont en solde régulièrement. Alors, d'ici Noël, il y a le Black Friday, des choses comme ça. Il faut avoir un 30% de rabais. Regardez ça, le Stream Deck d'Elgato. Elgato, une marque qui... Je vous recommande le 15 boutons minimum. Merci, Pascal. Merci. J'ai fait de mon côté un pas en arrière. Je suis revenu à, je ne sais pas si tu te souviens, à une époque où on faisait ça, des critiques de PC de façon plus régulière. C'était vraiment une autre époque. Ben oui, il fallait décrire la mémoire vive, il fallait décrire le processeur, il fallait décrire le nombre de ports USB. Il fallait dire si le clavier était confortable ou pas. Et on parlait la semaine dernière, parce que c'est la grosse affaire, des nouvelles tablettes en édition Pro. Il y avait le Surface Pro 9 qui était lancé par Microsoft. Apple a présenté son nouvel iPad Pro à processeur M2. Et ça va chercher ces nouvelles tablettes-là un marché parce qu'on veut un PC de remplacement, c'est un peu ça qu'on propose, c'est un peu ça qu'on présente cet appareil-là, mais ça coûte extrêmement cher, ça coûte plus cher qu'un PC tout court, un portable. Et justement, la preuve est que cet appareil-là que j'ai ici, c'est le HP Envy X360, se veut un PC 2 en 1 qui, justement, lui, remplacerait une tablette au besoin. Donc, c'est un peu l'espèce de contre-offre du monde des fabricants d'ordinateurs personnels à ces tablettes 2 en 1-là. Il y a différentes raisons pour lesquelles cet appareil-là m'intéressait. Premièrement, ça faisait longtemps que j'avais joué avec un produit HP, j'avais perdu un peu l'idée de c'est quoi la marque. Et ils ont franchement fait du beau progrès. L'appareil est assez joli. C'est un ordinateur... quand on dit 2 en 1, ça veut dire que c'est un appareil qui vient avec un écran tactile de 13 ou 15 pouces qui se replie au complet à 360 degrés, là, avec des guillemets, parce que c'est pas vraiment comme exactement 360 degrés, mais ça se replie à l'envers complètement. Et on peut même se mettre sa main derrière et écrabouiller le clavier, c'est pas grave, parce que dans cette configuration-là, c'est une tablette et les touches deviennent inopérantes pour pas justement lancer des applications par erreur. C'est un appareil qui est animé par Windows 11, n'est-ce pas, mais qui a la particularité d'avoir des versions dont le processeur est un processeur Ryzen d'AMD, Ryzen 5 et Ryzen 7 selon la version. Et il y a aussi une version avec un processeur Intel Core, mais je trouve que les processeurs AMD font extrêmement bien avec Windows 11. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose là d'assez intéressant parce que ça fait des appareils extrêmement rapides. On en parlait la semaine dernière, les processeurs, la puce SQ3 de Microsoft, entre autres, on dirait qu'Intel est en train vraiment de se faire dépasser de tous les côtés avec ses processeurs. Il y a évidemment des limites, c'est pas tout en tout cas, tout n'est pas nécessairement fonctionnel avec toutes les puces, mais dans ce cas-ci, les versions à processeur AMD de cet ordinateur-là sont moins chères que les versions à Intel Core i5 ou i7. Le prix de détail est de 1 100 $ pour le modèle de base. L'appareil que j'ai ici, qui a une version intermédiaire du processeur, je pense que c'est Ryzen 7, coûte 1 400 $. C'est 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage, donc c'est très suffisant. Il y a
des bonnes qualités à ça. C'est très portable. Depuis tantôt, je l'ai dans la main, puis il ne pèse pas grand-chose. J'ai la version à écran de 13 pouces. Ça fait 11 heures d'autonomie, cette petite bête-là, ce qui est quand même tout à fait correct pour une journée de travail. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si on le branche par port USB à l'alimentation murale, on peut avoir 50% de recharge en 30 minutes seulement. Donc, on arrête de prendre un café, on se branche et pouf, on a comme essentiellement une demi-journée de travail de plus qu'on peut effectuer. Il y a des ports USB-C, il y a des ports USB-A qui sont pas commodes parce qu'on est un petit peu écrasés parce que l'appareil est plus mince que l'épaisseur d'un port USB régulier. Donc, il faut soulever un petit clapet pour avoir accès au port. C'est peut-être pas top, mais bon, c'est pas bien grave. En même temps, c'est pratique encore. Pour encore quelques années d'avoir des ports USB-A. On n'a pas le même choix, puis c'est du USB 3.0 quand même, donc le débit n'est pas mauvais. Cela dit, c'est un appareil, processeur AMD, tout ça est excellent pour le télétravail, la productivité de bureau, mais je dirais pas faire du gros jeu vidéo avec ça. Les gamers vont évidemment rechercher quelque chose qui est plus classique en termes de... Plus costaud. De fiches techniques, plus costaud. Et dans la même veine, si vous faites de l'édition vidéo avec des gros logiciels, la suite Adobe Premiere, entre autres, vous allez trouver ça un peu lent. La compression, décompression, tout ça, des fichiers vidéo peut prendre du temps, il faut être patient. Ça se fait, mais c'est pas l'idéal, c'est un peu lent, c'est normal. Et malgré que c'est présenté comme un appareil de télétravail, la caméra frontale fait 720p et elle est vraiment pas très bonne. Et le son est vraiment pas bon non plus. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est une belle offre. Cette espèce d'offre combinée, on peut retourner l'appareil à l'envers et avoir juste seulement l'écran. On se dit, c'est excellent, je peux mettre ça le soir après le travail sur la table ou dans mon lit, je regarde Netflix. Mais le son n'est pas super, il faut des écouteurs à ce moment-là. On n'est pas encore arrivé au point où il y a un appareil qui fait tout. Et c'est là où les tablettes deviennent intéressantes parce que justement, elles ont peut-être cette mobilité-là est mieux intégrée. Mais cela dit, si vous cherchez un appareil puis vous dites, moi, une tablette avec les accessoires qui va coûter 1 600 $, je trouve ça trop cher, vous avez raison. Et il existe des alternatives comme celle-là, le Envy X360 de HP, qui, malgré ses quelques limites, est un portable qui... Moi, je veux dire, la formule est simple. Un Windows 11 avec écran tactile, ça fait de l'excellent travail dans ce genre de format-là. Et les gens qui utilisent un ordinateur d'abord pour travailler et ensuite peut-être pour se divertir ont plus intérêt à avoir un appareil comme celui-là qu'une tablette qui se convertit à l'inverse pour devenir un PC de remplacement au besoin. Voilà. Il y a beaucoup de choix du côté Windows dans les différentes configurations d'appareils. Et tu mentionnais le prix du Envy. Je me demande si dans 10 ans, on va pas être encore les vieux stickés sur « Dans mon temps, un laptop, ça coûtait 1000 $. » Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ça coûtait 6 000. Et l'inflation fait que veut pas. Il y a eu parce que avoir un ordinateur à 1 000 $, c'était longtemps une cible à atteindre. Exactement. Ensuite, on est arrivé à cet ordinateur à 500 $ qui était une cible à atteindre. Et pendant un bout de temps, on cherchait même leur fameux ordinateur à 100 $ qui étaient vraiment des... Oui. Et là, on a vu le Chromebook voir le jour, puis des choses comme ça. Et depuis ce temps-là, on a comme tout laissé tomber ça. On est revenu à des ordinateurs à 1000, 1400, 1500. Oui. Et on peut monter facilement. On l'a vu avec la Surface la semaine dernière à 3500 plus dollars pour un appareil qui a une fiche technique correcte, mais qui n'est pas à ce point-là supérieur à un ordinateur à 500, 600, 800 $. Donc, c'est ça qui arrive. Je ne sais pas si un jour on va revenir avec ce PC qui va devenir une commodité qu'on achète comme on achèterait, je ne peux pas dire même une tablette, mais parce je pense qu'on remplace son téléphone plus souvent que son PC. Oui. Et il y a une raison à ça, c'est que ça coûte cher un PC quand même. Exactement, mais c'est drôle parce que je discutais avec Thierry Lopez, le directeur du marketing de Best Buy, directeur des communications corporatives, et ce qu'il me disait, c'est qu'au début de la pandémie, les gens se sont achetés des laptops abordables, des Chromebooks, des ordinateurs pas chers, en disant que ça va dépanner le temps que ça passe. Et il semble que la tendance, c'est que les gens se rendent compte qu'un laptop pas cher, souvent, ça pas un super bon écran, ça n'a pas un super bon clavier, ça n'a pas une super bonne autonomie, c'est lourd. Et là, il semble il y a une tendance de gens qui s'équipent avec des laptops de meilleure qualité. Et on s'entend, encore une fois, on est des gens qui utilisent la technologie, qui ont la chance d'essayer. C'est un peu comme passer on n'a peut-être pas besoin d'une Rolls-Royce, mais on n'a pas nécessairement besoin d'une Chevette non plus. Là, entre les deux, on peut trouver un très bon ordinateur qui va avoir une bonne autonomie. Je pense que quand on l'utilise sérieusement, le moindrement, on a une meilleure valeur. C'est des ordinateurs qui sont chers pour être chers, mais en général, tu as des caractéristiques qui vont prendre
l'utilisation de ton laptop, premièrement, va être plus durable habituellement, et deuxièmement, il va te procurer plus d'agréments, disons ça comme ça. Voilà. Ben, les processeurs Ryzen sont en montée, ils sont peut-être moins connus, mais ils semblent avoir une belle durabilité, justement. Donc, c'est un appareil comme celui-là qui pourrait durer quelques années pour effectivement faire une belle différence. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Il y a d'autres marques, mais c'était... je m'ennuyais d'avoir l'expérience HP et clairement, ils ont simplifié un peu leur approche et ça fait le plus grand bien parce que c'est compliqué sur ces sites-là acheter un ordinateur. C'est comme Dell, ça a l'air simple, mais tu rentres, puis il y a tellement de détails qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Ça devient rapidement compliqué. Alors, voilà. Tu dis, c'est juste ça. Juste un peu de plus de mémoire. Là, tu te rends compte que tu es rendu avec un laptop à 3000 $. Ben, ça peut arriver vite, non, exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut trouver des formules comme celui-là. On a 3 formules, pouf, et on a ce qu'on veut, puis c'est moins compliqué. Et le résultat est assez positif, en fin de compte. Merci, Alain McKenna. Est-ce qu'on salue, Merci, Pascal. nos partenaires? Ben oui, c'est la fin de la balado, allons-y. Voilà, Microsoft, TELUS, Jura, la machine à café Jura E8. J'ai hâte de me faire un autre café. GoDaddy.ca, C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert, la mise en onde, merci beaucoup. PascalForget.com. Suivez-moi. En ce moment, j'ai de la difficulté avec mon site web. Je lance l'appel. Si quelqu'un est familier avec Lightsail et WordPress sur Lightsail, il y a comme mon site qui cafouille régulièrement malgré une indexation de la base de données. Si quelqu'un, je suis prêt à payer. C'est pas un truc que je veux. Je veux pas du bénévolat. Là. Je suis prêt à payer un montant raisonnable. J'aimerais avoir quelqu'un qui a un peu d'expertise là-dedans. Allez, on peut te lire un peu partout, te voir un peu partout, t'entendre un peu partout dans Le Devoir, entre autres, et dans InfoBref, dans tes critiques techno. Oui, ledevoir.com, allez lire l'actualité. Il y aura certainement du contenu techno les prochains jours. Et nous, on prend une petite pause. J'espère que ces choses vont se réparer avant la semaine prochaine, Pascal, mais ceux qui ont peut-être de la misère à accéder à pascalforget.com pourront revenir jeudi prochain, ou la semaine prochaine, en tout cas pour une autre tasse de tech, j'espère. C'est bon. Écoutez, bonne fin de journée tout le monde, bonne fin de semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut!